souhaite la bienvenue au webinaire du pôle d'expertise en recherche en santé et bien-être des hommes de Vitam, centre de recherche en santé durable. Aujourd'hui, il va porter sur les politiques en santé et bien-être des hommes dans le monde, inspiration pour le Québec. Donc, cette activité gratuite est offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale, grâce au soutien de son service de transfert de connaissances et du rayonnement. Donc, notre mandat, c'est vraiment de contribuer à la mobilisation, au transfert, à la valorisation des connaissances qui sont issues d'innovations exemplaires de pointe ou de résultats de recherche, ainsi que d'assurer le rayonnement de la mission universitaire à l'échelle locale, régionale, nationale ou encore internationale. Donc, quelques consignes là, avant de débuter, comment l'activité va fonctionner. Donc, les micros et caméras des participants vont demeurer fermés là, tout le long du webinaire. Puis c'est seulement à la fin, là, au moment de la période de questions, que vous allez pouvoir éventuellement poser vos questions, soit dans le clavardage ou en activant votre micro. Je vous informe que le webinaire est enregistré. Il va être accessible en rediffusion à la suite de l'activité. On vous enverra le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint vous sera envoyé aussi par courriel. Finalement, si vous voulez obtenir votre attestation là, de présence, vous allez devoir remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne que nous allons vous partager dans le lien dans Teams à la fin de la présentation. Donc, c'est vraiment important là, de ne pas quitter là, la rencontre si vous voulez avoir accès à ce questionnaire. Donc, voilà, je laisse maintenant la parole à David Guillemette, qui est doctorant en travail social à l'Université Laval et professionnel de recherche au pôle. Merci, Pauline, et merci à toutes celles et ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour un autre rendez-vous des webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Alors, les webinaires du pôle sont des activités de transfert des connaissances qui visent à mettre en valeur les savoirs et les connaissances qui sont développés par le pôle ainsi que les chercheurs qui sont membres. Alors, pour suivre les prochains webinaires ou pour revoir les anciens ou pour avoir plus d'informations sur le pôle, je vous invite à consulter notre site Internet à l'adresse pôlesbeh.ca, pôlesbeh.ca. Donc, aujourd'hui, pour ce webinaire qui porte sur les politiques en santé et bien-être des hommes dans le monde, nous avons le plaisir d'accueillir M. Gilles Tremblay, qui est professeur titulaire retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et responsable du pôle d'expertise, ainsi que Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers. Merci beaucoup, David. Alors, je débute, puis après ça, je passerai la parole à Gilles. Donc, Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, aussi président du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Et je veux remercier Gilles de m'avoir invité à co-présenter cette belle présentation là, sur les politiques en santé et bien-être des hommes qui sont présentes un petit peu partout au monde. Et je suis très content d'être là parce que pour moi, toute la question des politiques publiques est souvent quelque chose auquel on ne s'intéresse pas suffisamment. Souvent, ça peut paraître comme étant quelque chose de technique, quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui a énormément d'influence, énormément d'impact sur la mise en œuvre des services, des actions en santé et bien-être des hommes. Donc, je suis absolument ravi d'être là. Alors, donc, moi, je vais débuter le webinaire. Après ça, je vais passer la parole à Gilles pour le quart de la présentation. Puis, je reviendrai à la fin de la présentation pour vous parler d'initiatives inspirantes. Alors, de quoi va-t-on vous parler aujourd'hui? Alors, le plan de la présentation, il est très simple. Donc, quelle était l'équipe du projet, les objectifs du projet, sa méthodologie, ses points saillants. Et à la fin, donc, on va vous parler d'initiatives pour nous transmettre de l'inspiration pour la suite des choses. Quelle était l'équipe du projet? Donc, Gilles Tremblay était la personne responsable du projet. La professionnelle de recherche, c'était Hélène Lahaye, qui a fait un magnifique travail. Le rapport de recherche qui a été produit est de grande qualité, très, très, très intéressant. Alors, on vous en recommande, bien entendu, la lecture si ça vous intéresse. Le comité scientifique était composé de Diane Dupeau, de l'UQO, Carl Lacharité de l'UQTR, Marc Lafrance de Concordia, Jacques Roy du Pôle, Philippe Roy de l'Université de Sherbrooke et moi, je me suis déjà présenté. Tout ce projet-là s'est déroulé donc sous la houlette du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes et le projet a été financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Un petit coup de chapeau, un merci aux collaborateurs internationaux qui ont échangé avec la professionnelle de recherche, qui ont transmis de l'information, ce qui a permis au projet là, d'avoir encore plus de profondeur. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de politique publique. Souvent, c'est un mot qui peut sembler un peu flou, un peu vague, un peu abstrait, mais généralement, quand on parle de politique publique, on parle de politique, de plan d'action, de stratégie, on peut parler aussi de loi. Dans le fond, ce sont des documents dans lesquels il y a des intentions gouvernementales, mais où il y a aussi des mesures, des actions, des stratégies pour mettre en place l'intention qui est énoncée là, dans la politique. Il y a 3 types de politiques publiques auxquelles on va s'intéresser particulièrement. La politique à proprement dit, comme par exemple au Québec, on a une politique en périnatalité, on a une politique en proche aidance. Généralement, une politique, c'est un petit peu plus philosophique. On va parler un petit peu plus des fondements, des motivations derrière les actions à venir. Donc ça, c'est davantage comme la politique qui va aussi énoncer des stratégies. On a aussi les plans d'action. Habituellement, le plan d'action, c'est quelque chose qui est plus concret, le mot le dit, là. C'est vraiment, on veut faire telle chose en telle date et telle date avec une série d'actions précises en recherchant, dans le fond, des résultats là, très, très, très précis. Et il y a aussi des fois des stratégies. Les stratégies, des fois, c'est un petit peu comme, si je le résume simplement, un petit peu entre la politique et le plan d'action. Il y a des dimensions peut-être un peu plus philosophiques, mais il y a aussi des actions. Donc, on a un petit peu principalement ça auquel on va faire référence aujourd'hui. Donc, des politiques, des plans d'action, des stratégies, mais grosso modo, dans le fond, c'est des documents gouvernementaux qui énoncent des stratégies, des actions à mettre en place. Alors, quels sont les objectifs du projet de recherche? Donc, c'était de brosser un portrait synthèse des politiques en cours dans les différentes juridictions un petit peu partout à travers le monde. Ensuite, de dégager une synthèse des bonnes pratiques et des conditions gagnantes pour réaliser des actions là, qui ont de l'effet, de l'impact, et tout cela, bien sûr, en prévision du renouvellement du plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes, et bien sûr, d'identifier au passage des initiatives qui nous apparaissent prometteuses. Alors, c'était mon introduction. Alors, je laisse à Gilles le plaisir de présenter la méthodologie du projet. À toi la parole, Gilles. Merci beaucoup, Raymond. Écoutez, c'est un projet qu'on a dû faire des choix aussi en cours de route. Alors, première étape qu'on a faite, c'est essentiellement de recenser l'ensemble des politiques et des plans d'action, stratégie. Les appellations sont un peu différentes d'un endroit à l'autre ou même dans le temps. Et on en a retenu, il y a 11, en fait, juridictions, on appelle les juridictions pays ou États ou provinces, qui ont quelque chose. Donc, on les a fait le tour. Et de là, on a essayé de retenir en deuxième étape les plus significatives pour nous. J'expliquerai sur quelle base on a fait les choix pour choisir les plus déterminantes. Et là, de rédiger ce qu'on appelait une fiche signalétique, donc très, très détaillée, très précise, pour être sûr qu'on a retenu les éléments clés qu'on a ensuite validé, et ça, on en a choisi 5, je vais vous expliquer pourquoi tantôt, et qu'on a validé avec des experts, dont on a listé tantôt les noms, pour être en mesure de s'assurer qu'on est bien correct dans notre compréhension de ce qui se passait. On ne voulait pas faire d'erreurs majeures, et aussi avoir leur point de vue après coup, compte tenu aussi que peu de ces politiques ont été évaluées comme telles, donc d'avoir des éléments aussi d'interprétation, d'évaluation de matériel un peu plus qualitatif qu'on ne retrouve pas dans les écrits. Et de tout ça, on a fait une analyse de contenu pour rédiger enfin le rapport pour trouver un peu ce qui se dégageait de tout ça. J'avance. Voici donc rapidement la liste des endroits où il y a des choses qui se passent en santé et bien-être des hommes, plus particulièrement. Donc, on a le Québec, bien sûr, dont on est là. Il y a l'Irlande, qui a été un des premiers pays. Il y a quelque chose pour l'ensemble de l'Europe, une stratégie européenne dont on va parler davantage.
Il y a quelque chose en Afrique du Sud, en Iran, au Brésil, en Mongolie, en Malaisie et surtout en Australie, l'Australie de manière générale et en 3 de ces États, Western Australia, Victoria et New South Wales. Ça vous donne un peu une idée, donc, où ce qui se passe de quoi dans le monde de plus particulier. Les autres endroits, souvent, il y a des endroits où il y a de la recherche qui se fait, il y a du travail qui se fait, il y a des comités, il y a des études, mais il n'y a pas nécessairement de politique, de plan d'action ou de stratégie d'établi. Pourquoi on a choisi ces 5-là? En fait, c'était pas facile de faire des choix. On essaie de voir en fonction du pays lui-même, donc la proximité en termes de politique, d'économie, de niveau social. Aussi, de façon très pratique, ce qu'on fallait avoir le temps et le matériel disponible. Donc, on a travaillé en anglais principalement, ou en français, mais principalement en anglais, comprenez, mais moins en portugais ou en d'autres langues là, qui aurait fallu pour travailler avec les autres. D'autant plus que souvent, le matériel n'est pas toujours disponible sur Internet, n'est pas disponible aussi pour d'en prendre conscience, d'en avoir en main. C'est beaucoup plus complexe et suffisamment de matériel aussi pour se donner une image globale, détaillée, pour en faire une interprétation au bout. Et tout ça, qu'on puisse effectivement pouvoir utiliser la grille qu'on s'est donnée. On a utilisé la grille de Morestin, notamment du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques en santé, qui nous permet d'avoir souvent une bonne analyse des politiques en santé. Peut-être rapidement un contexte historique de chacun des endroits qu'on a retenus. Donc, l'Irlande, c'est une population de 5 millions d'habitants. Donc, il y a 2 documents fondamentaux. Donc, 2008-2013, ils ont fait une politique assortie d'un plan d'action qui ont évalué en 2015, en 2017-2021, un autre plan d'action. Donc, c'est les documents qu'on avait en main. En Australie, c'est 27 millions. On avait essentiellement 2 documents en main, c'est-à-dire la première politique en 2018 et en 2019, à la suite d'une série de commentaires et de critiques, ils ont refait une nouvelle stratégie. New South Wales, qui est un État, un des principaux États en Australie, c'est 8 millions d'habitants, donc assez comparable au Québec. Et du même coup, comme nous, on est une province intérieure du Canada, donc on est assez semblables. Eux avaient 3 documents majeurs sur lesquels on pouvait se baser. Une politique de 99 qui a été évaluée, qui a donné un plan d'action en 2009-2012 et une autre revue qui ont appelé un cadre général, mais qui est l'équivalent d'une politique en 2018. Et Victoria, qui est aussi 7 millions d'habitants, donc très proche aussi de la population du Québec. Essentiellement, on avait un document qui reprenait un peu à la stratégie et le cadre général en même temps. Donc, tout ça était repris dans un même document. Et on a quand même intéressé aussi à l'Europe. L'Europe, c'est un peu complexe, c'est 56 États membres dans ce cas-là. Le comité sur la santé, sur l'Organisation mondiale de la santé, le comité européen, qui a développé une stratégie avec des éléments qui pourraient aussi être intéressants à voir, mais qu'on a eu moins le temps de fouiller, qui est beaucoup plus complexe, vous comprenez bien, avec 56 États. Bon, généralement, des principes clés qu'on retrouve à la base de partout, une définition de la santé qui se base sur celle de l'Organisation mondiale de la santé, très large, donc santé qui n'est pas juste l'absence de maladie ou la bataille contre les maladies, mais vraiment une vision qui comprend la santé globale, holistique, qu'on tient compte de l'ensemble des déterminants, dont les déterminants sociaux de la santé, avec souvent presque tous les documents reprenaient sur une approche salutogène, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les environnements de santé qu'on peut créer sur les forces et non pas seulement sur les déficits. Donc, un élément important. Partout, essentiellement, on s'intéressait beaucoup à l'intersectionnalité, c'est-à-dire des différentes catégories d'hommes, particulièrement des inégalités qui existent, donc que les hommes ne sont pas tous pareils et qui vivent des problèmes différents, avec une approche de genre, donc en tenant compte à la fois s'assurer de rejoindre de manière plus spécifique les hommes, mais aussi, quand c'est possible, une vision transformative où on revoit un peu les normes de genre à l'intérieur de ça pour ouvrir davantage sur le champ des possibles. Et un travail beaucoup sur les communautés, donc développement des communautés, l'approche de milieu, l'approche centrée sur des personnes qui sont des éléments essentiels qu'on retrouvait beaucoup.
Des méthodologies, donc essentiellement 3 points. Partout, une recension un peu des connaissances en santé bien-être des hommes. Beaucoup, une des études populationnelles, un peu comme on a déjà fait aussi au Québec, qui a été la base aussi du premier plan d'action qu'on se souvient au Québec. Des consultations des experts, des organismes publics, des organismes communautaires, des organismes bénévoles, des personnes intéressées. Donc, souvent des consultations très larges dans le courant là-dessus. Des constats qui sont semblables un peu à ce qu'on vit aussi au Québec, hein, essentiellement, sur l'état de santé, l'espérance de vie moins longue, plus de comportements à risque, le recours au service tardif des hommes, moins de dépistage, moins de mesures de prévention, des problèmes courants qui sont un peu les mêmes qu'on retrouve ici, sur santé mentale, suicide, accident, violence conjugale, intimidation. Mais aussi, on met l'accent sur des aspects, peut-être qu'on a peut-être moins mis l'accent ici au Québec, sur les transitions, hein, les pertes d'emploi, retraite, des choses comme ça. Travaille beaucoup avec les milieux de vie, le travail, la famille, la communauté, l'accent sur les rôles sociaux qui est un élément important et en tenant compte aussi des réalités multiples, nous disait tantôt, le statut socio-économique, contexte de pauvreté, par exemple, l'immigration, la diversité sexuelle, la situation de handicap, donc les multiplicités de situations qui sont là. Quand on a fait l'analyse, on s'est rendu compte que fondamentalement, tout se ramenait autour de 7 grands champs d'action qu'on va reprendre l'un après l'autre, qui sont des éléments clés. Le premier, qui est la question de la gouvernance, qui est une question clé. Donc, comment on organise tout ça? Et là, on avait une série de mesures qui revenaient systématiquement. D'abord, s'assurer qu'une équipe responsable de la mise en œuvre de la politique ou du plan d'action, une équipe qui doit être imputable, nécessairement, un travail de mobilisation de plusieurs ministères aussi, donc pas juste de santé, mais aussi des services sociaux, mais aussi de d'autres ministères, éducation, justice, etc. Mobilisation de tous les... Donc, l'assurer aussi du suivi par des structures, des comités, à travers, au sein de chaque ministère, mais aussi interministériel, un peu comme on a, par exemple, non-violence conjugale, on a une politique qui touche l'ensemble des ministères, puis il y a des structures interministérielles pour s'assurer du suivi, un peu dans ce style-là, qui ont fait aussi en matière de santé, bien-être des hommes. Prévoir aussi les sous pour la mise en place, c'était le problème de la première, la première politique en Irlande. Pas de sous associés, ça a beaucoup limité nécessairement la portée. Le suivi, donc le monitorage doit être fait et l'évaluation des actions. L'autre point qui était soulevé aussi, l'importance d'assurer la coordination, la cohérence entre ce qu'on soulève dans la politique avec les autres plans d'action qu'on peut avoir. Par exemple, plan d'action en santé mentale, qu'on peut avoir en politique en périnatalité ou d'autres. Donc, s'assurer que vraiment la vision qu'on peut avoir en santé bien-être des hommes est vraiment bien intégrée dans l'ensemble des autres plans d'action. Prévoir des indicateurs, des moyens et de contrôle des échéanciers. Et ce qui était soulevé dans plusieurs aussi, s'assurer qu'il y a des hommes qui participent aussi des structures établies. Donc, la gouvernance est un élément assez important. Le deuxième, la recherche, qui était souvent amenée aussi un peu partout, en disant que pour avancer aussi, il faut se doter d'une stratégie de recherche, s'assurer d'avoir des données différenciées selon le sexe et le genre, ce qu'on a beaucoup quand même assez bien au Québec. Mettre en place des banques de données significatives aussi pour accumuler à travers le temps et suivre l'évolution. Évaluer les actions qui sont en place avec des programmes aussi d'évaluation des interventions, des mesures qu'on met en place. Et se donner aussi d'outils ou de guides pour la planification des actions. Un exemple sans doute clé là-dessus, c'est en Australie, ils ont instauré une étude longitudinale depuis 10 ans qui s'appelle 10 to Men. Donc, c'est des milliers d'hommes qui sont suivis à travers le temps. Et donc, on peut voir, ils ont eu déjà différentes vagues de suivi de cette étude-là. Donc, ça nous permet de suivre à ce moment-là très bien l'évolution sur la santé des hommes en Australie qui avaient déjà, eux, une étude longitudinale, la même chose sur la santé des femmes. Donc, ils peuvent comparer constamment les deux. Assurer la diffusion des résultats aussi des recherches, bien sûr, qui est un élément important. Troisième point sur lequel souvent on mise
pas suffisamment, nécessairement un peu partout. On sait que les coupures, c'est souvent les programmes qui sont davantage coupés, les promotions et prévention, mais qui sont des éléments importants. Beaucoup, on ramène dans l'ensemble, il faut travailler en amont, en s'appuyant sur les forces des hommes dans les messages qu'on lance. Exemple, l'attachement à la famille, qui est un élément clé, le rôle de père, ça a été souvent mis d'avant. Utiliser un langage qui rejoint les hommes, s'assurer de rejoindre particulièrement les sous-groupes d'hommes qui sont les plus vulnérables, nécessairement. Encourager un changement des comportements, donc particulièrement un comportement à risque. Et un message qui revient qu'on a traduit là, dans nos mots, utiliser des interventions auprès des hommes qui les questionnent et les soutiennent, qui renforcent les connaissances, les habiletés et qui changent les attitudes et préjudiciables à la santé. L'autre point, c'est la formation, donc qui n'est pas juste intégrée. Nous, on l'a intégré dans l'adaptation au service au Québec. Là-bas, généralement, on en fait un point à part comme étant un élément clé, en disant quelque part, c'est essentiel si on veut s'assurer que les dispensateurs de services appliquent la politique par la suite. Il faut qu'il y ait les moyens pour le faire et c'est la formation qui peut l'apporter. Donc, développer des programmes de formation qui sont avec des données probantes, qui sont sensibles aux réalités des hommes. Intégrer aussi le genre et santé bien-être des hommes dans les formations universitaires concernées, donc dans nos cégeps, nos universités particulièrement, c'est qu'un élément qui est pas si présent encore, il faut se le dire. Accroître la compétence de genre en santé bien-être des hommes chez les intervenants auprès des hommes dans les différents secteurs, y inclut par exemple les services de police, la justice, donc pas juste en santé, services sociaux, mais tous ceux qui sont couverts par différentes formes de services aux hommes et couvrir différents modules en s'assurant de rejoindre aussi différentes catégories d'hommes. Et l'exemple qui est souvent donné, c'est les jeunes hommes ou nos adolescents, comment on les rejoint aussi particulièrement, ou nos hommes âgés, par exemple, qui sont prêts à être d'autres exemples. L'autre point, c'est l'adaptation des services, qui est un élément clé, qui est aussi ici au Québec le point majeur de notre plan d'action. Donc, l'idée, c'est d'adapter les services avec des idées maîtresses donc, qui ressortent. Donc, s'assurer d'écouter les hommes, assurer l'accès aux services pour tous les groupes d'hommes sur le plan géographique, culturel, socio-économique, de genre, avoir par exemple des cliniques inclusives pour les minorités sexuelles, des moyens, offrir des heures plus allongées, éviter les attentes, offrir des choix d'être rencontré par un intervenant masculin. Bon, c'est des exemples qu'on a pris dans les politiques et les plans d'action qui sont en place, mais des choses qu'on connaît, qui sont aussi dans nos guides de pratique ici au Québec, qu'on a déjà mis d'avant. Soutenir aussi les initiatives qui favorisent l'adaptation des services, qui peuvent être des éléments importants. Et là-dessus, il y a souvent des programmes qui sont mis d'avant pour soutenir les différents services gouvernementaux pour établir des mécanismes qui vont favoriser davantage l'adaptation des ressources. Je dirais que là-dessus, on n'a pas, on est pas mal en phase avec ce qui se passe sur le plan international. Sur le sixième, qui est peut-être un aspect un peu plus différent, peut-être, c'est l'importance des milieux de vie, des transitions de vie, qui est une place très importante dans la plupart des politiques et plans d'action, en disant qu'il faut aller rejoindre les hommes là où ils sont. Fondamentalement. Donc, une des bases, c'est l'école, bien sûr, où nos garçons sont particulièrement. Donc, toute la promotion de masculinité saine à l'école, de rapports égalitaires entre les hommes et les femmes et des programmes qu'on a du genre. L'implication des pères dans les suivis scolaires aussi, qui sont des éléments importants, les impliquer, s'assurer de bien les impliquer. Adopter une approche aussi de santé bien-être des hommes dans les collèges et les universités. Donc, comment on crée des services aussi pour mieux rejoindre nos garçons aussi dans les cégeps et les universités. Penser aussi la famille, la maison donc, comme un lieu de travail. Donc, tout un travail
que connaît bien Raymond, nécessairement, parce qu'on travaille beaucoup au Québec cette question-là. Donc, favoriser la conciliation travail-famille, soutenir l'engagement paternel, intégrer les pères et les futurs pères, donc nos programmes de périnatalité, tout ce qu'on peut faire pour intégrer les pères là-dedans, qui est souvent vu dans plusieurs des politiques comme étant une période charnière, les périodes de périnatalité. Toute la question des proches aidants, qui est une question importante, qui est soulevée aussi dans notre politique à nous aussi de proche aidance. Développer des programmes en lien avec la violence conjugale, qui est un élément important. Souvent, les programmes en violence conjugale sont intégrés dans les services aux familles, hein, en disant, bon, c'est un élément important. Logement, salubre, etc. Donc, tous ces volets-là. Tout le volet du travail, donc prévention des accidents et des maladies de travail, soutenir aussi les travailleurs accidentés, donc des programmes, des choses qu'on connaît. Les activités aussi, les autres endroits où les hommes se retrouvent, donc penser aux chômeurs, penser aux itinérants, penser aux centres de loisirs où on pourrait rejoindre davantage. Donc là-dessus, on parlera de quelques initiatives dans ce sens-là aussi qu'on va plus loin. Et enfin, le dernier, c'est les développements des communautés. Développement des communautés, donc les idées maîtresses qu'on y voit, c'est développer le capital social des communautés, s'assurer bien sûr de rejoindre l'ensemble des ministères concernés et par les structures dont on parlait tantôt interministérielles, mais mettre en place aussi des tables de concertation locales, régionales, ce qu'on a beaucoup aussi au Québec, qui est un bon exemple. Soutenir le réseau communautaire, qui est un élément clé, et partout en Australie, en Irlande, il y a beaucoup des réseaux communautaires très, très forts, très développés, même je dirais un peu plus encore que ce qu'on a au Québec, donc qui nous donne un peu un bon exemple, mais c'est assez comparable là-dessus. Favoriser une synergie entre le public et le communautaire, entre les travails bénévoles, là aussi les réseaux privés, donc comment on favorise cet avantage des inclus. On peut penser par exemple à certaines tables régionales qui ont inclus les PAE, qui ont inclus des syndicats, qui ont intégré des organismes bénévoles aussi à l'intérieur de leur table régionale pour ensemble se préoccuper de la santé et bien-être des hommes. Inclure bien sûr les partages d'expériences, des échanges qui permettent de voir un peu nos initiatives, comment elles ont rapporté dans chacun de nos organismes locaux et d'assurer la participation des hommes, bien sûr, dans les structures établies. Il y a quelques principes qui sont transversaux. Est-ce que je te laisse aller, Raymond, là-dessus? Ton micro, Raymond. Ton micro. Oui, voilà. Donc, merci Gilles de toutes ces belles informations. C'est une synthèse, hein? Si vous allez dans l'étude, vous avez encore plus d'informations. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, quelque chose qui est très transversal à toutes ces actions-là, c'est toute l'idée majeure d'apporter une attention spéciale aux hommes qui sont les plus vulnérables. Ça, c'est très important. Donc, on parle par exemple aux hommes en contexte de pauvreté, en situation d'itinérance, aux hommes issus de l'immigration récente, aux hommes de la communauté LGBTQ+, aux hommes âgés, aux autochtones, aux hommes en situation de handicap. Et c'est particulièrement important parce que si on veut bien les rejoindre, mieux les soutenir, il faut connaître ces réalités-là. Donc, c'est important de développer des connaissances à ce sujet-là, de développer des stratégies adaptées pour s'assurer qu'on les rejoigne effectivement. Et ça, je pense que c'est un défi qui est important et qu'il faut vraiment là, aborder tous ensemble. Et si on veut s'assurer d'atteindre les objectifs, bien, ça prend des mesures de suivi, d'évaluation pour s'assurer est-ce que vraiment ça marche. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très important d'avoir une attention particulière aux hommes qui sont les plus vulnérables. Ce qui est intéressant aussi dans l'étude, si on parle aussi des initiatives qui sont inspirantes. Donc, on va aller un petit peu plus loin là, dans les diapos. Gilles, si tu permets. Donc, à la diapo suivante. Ce qu'on retient beaucoup, c'est que c'est important dans les plans d'action, dans les politiques en santé et bien-être des hommes aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà. L'idée, on n'a pas besoin de tout réinventer, mais il y a déjà des plans d'action. Par exemple, au Québec, il y a un plan d'action en santé mentale, un plan d'action en itinérance, il y a des actions en violence conjugale, il y a un plan d'action en périnatalité qui s'en vient, il y a des actions en protection de la jeunesse.
Alors, si on fait des maillages avec ces actions-là, ben, on peut, dans le fond, démultiplier les effets d'un plan d'action en santé et bien-être des hommes. Et c'est une dimension qui est très présente là, dans les politiques là, que Gilles a évoquées. Au niveau de grands principes qui favorisent des initiatives structurantes, il y a entre autres l'idée de s'intéresser aux périodes de transition, au point de levier. Gilles parlait tantôt du rôle de père. On pourrait ajouter aussi la séparation conjugale, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Tous les moments aussi où certains hommes basculent dans l'isolement social, c'est clair que c'est des périodes auxquelles il faut attacher une attention particulière parce que c'est souvent là que les crises peuvent se déclencher. On voit aussi que toute l'idée de prévoir des discussions sur les rôles de genre, c'est quelque chose qui est important. Quels sont les rôles perçus des hommes, des femmes, des pères, des mères, des garçons, des filles? Tout ça, c'est intéressant d'intégrer ça dans ces initiatives-là. Quelque chose qu'on voit peut-être moins souvent, mais qui est extrêmement important, c'est toute la question de la littératie. Il y a quand même beaucoup d'hommes dont le degré de littératie n'est pas très élevé et peut freiner leur intégration sociale. Donc, c'est intéressant d'avoir une attention à cette dimension-là. Réduire les risques. Gilles parlait précédemment que beaucoup d'hommes ont des comportements à risque. Donc, à ce moment-là, si on travaille là-dessus, c'est sûr que ça peut avoir un impact important sur la santé et le bien-être. Et bien sûr, toute la question de la réduction des barrières d'accès, parce que des fois, il y a des services qui ne sont pas présents ou qui sont difficiles à obtenir. Donc, c'est intéressant de réfléchir à cette dimension-là. Et finalement, je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques initiatives concrètes, très intéressantes, qui ont été mises sur pied. Vous avez la petite liste là, mais on va passer tout de suite à la présentation. En Australie, il y a la Men's Line. Donc, c'est une ligne d'écoute et de crise pour les hommes. Cette ligne-là mobilise plus de 120 professionnels. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle intègre aussi plusieurs programmes de prévention de la détresse masculine. Il y a des partenariats serrés avec plusieurs programmes, plusieurs organismes dans les communautés. Et cette démarche-là est très, très, très bien documentée. Comme ça, on peut vraiment analyser les résultats, améliorer les services et tout ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça fait longtemps qu'on en parle au Québec. Ça fait des années, des décennies qu'on dit, mon Dieu, ça serait donc intéressant d'avoir une place où les hommes en détresse pourraient appeler pour avoir une réponse adéquate. Donc, ça fait vraiment partie des initiatives qui nous semblaient inspirantes. Il y a aussi les fameux Men's Shed. En santé bien-être des hommes, c'est quelque chose qu'on connaît. Peut-être que vous ne les connaissez pas. En fait, l'idée, c'est d'avoir des ateliers pour des groupes d'hommes parmi les plus vulnérables, les hommes âgés, les hommes en situation de handicap ou isolés. Et l'idée, c'est d'avoir, comme la faut tout le monde, des ateliers où on peut faire des choses manuelles, du bricolage, du jardinage, où on peut gosser, où on peut bisouner, où les hommes peuvent travailler ensemble sur des objets concrets. Ça les attire, ça leur permet de partager des moments. Et ça devient une espèce de lieu privilégié d'échange. Ce qui est brillant dans leur concept, c'est qu'ils ont additionné ça avec des services psychosociaux. Donc, il peut y avoir un travailleur social, il peut y avoir une visite de l'infirmière ou d'un médecin qui vient sur place pour faire de la prévention. Donc, on a un lieu intéressant de socialisation, les hommes sont là, on ajoute des services à ce niveau-là, puis ça fait quelque chose qui est très, très, très intéressant. L'image qu'ils emploient souvent, c'est l'idée du épaule à épaule. Hein, souvent, les hommes, ils ne vont pas nécessairement se reparler les yeux dans les yeux comme devant un psychologue, mais peut-être qu'ils vont être plus côte à côte. Pendant qu'ils vont travailler sur quelque chose, ils vont se parler, ils vont jaser. Et ce qui est beau aussi dans l'image du épaule à épaule, c'est qu'il y a aussi la notion de s'épauler. Ce qui fait que c'est intéressant comme approche, puis ça marche. En Australie, on parle de 1200 sheds, en Irlande, 450, 500 en Grande-Bretagne. Et en Australie, ils disent qu'ils rejoindraient plus de 50 000 hommes par année. Donc, c'est quelque chose qui est bien, bien, bien intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été évalué, puis on a vraiment pu documenter la valeur des sheds pour briser l'isolement, pour diminuer le stress. Donc, c'est quelque chose qui est très porteur.
Puis si vous voulez en savoir plus, il y a le lien Internet en bas. D'ailleurs, pour chacun des programmes là, qui est évoqué, il y a les liens Internet. Ça fait que amusez-vous à aller sur les sites. C'est super intéressant. Il y a aussi un autre programme qui s'appelle le Family Relationship, excusez mon anglais. Et l'idée, dans le fond, c'est de regrouper dans un même centre, dans un même réseau, un ensemble d'organisations, de services, de programmes de soutien aux familles en matière de séparation, violence conjugale, médiation, recomposition familiale. Et dans ces parapluies-là, dans ces organisations, dans ces centres-là, d'avoir des services et pour les hommes, et pour les femmes, et pour les enfants, pour les soutenir, pour les aider à traverser les périodes de crise. Là, moi qui travaille en paternité, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement intéressant de dire, dans le fond, c'est la famille qui traverse une crise, comment est-ce qu'on peut accompagner chacun de ses membres, comment est-ce qu'on peut offrir une offre de service intégrée. Ça m'apparaît aussi comme quelque chose qui est extrêmement intéressant à regarder. Puis là aussi, vous avez le site Internet là, qui est en bas de la page. Un autre programme intéressant, puis ces programmes-là, ils viennent tous d'Australie. L'Australie, comme Gilles l'a souligné, c'est vraiment extrêmement dynamique, là, vraiment proposer des choses intéressantes. Beyond Blues. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser, prévenir, offrir un filet de protection en matière de santé mentale, dépression, prévention du suicide, anxiété. Dans le fond, encore là, c'est de créer une espèce de parapluie de services. Vous irez voir le site Internet. Donc, il y a des communautés en ligne, il y a du chat, il y a des services téléphoniques, il y a des sessions avec des coachs en santé mentale, il y a des liens pour trouver des professionnels. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de guichet unique ou quelque chose comme ça en termes de santé mentale. Et là, les gens peuvent aller là et avoir des réponses adaptées à leur réalité. Et encore là, donc, il y a comme une préoccupation de différents types de groupes populationnels, les hommes, les femmes, les ados, les agriculteurs, les immigrants, les autochtones. Donc, là aussi, dans cette synergie-là, dans ce regroupement-là, il y a quelque chose qui est intéressant. Une autre initiative, c'est pour les proches aidants. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a quelques semaines, il y avait des nouveaux chiffres là, qui nous disaient qu'au Québec, 46% des personnes proches aidantes sont des hommes. Donc, c'est vraiment très important. Ce n'est pas loin de la moitié. Et donc, en Australie, il y a une initiative là, qui regroupe, dans le fond, de l'information, des services, des conseils, des programmes pour les proches aidants. Et cette aide-là est modulée pour les différents groupes de population. Donc, ça aussi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et finalement, un programme original qui utilise le sport comme levier, le Good Sports Club. Je suis allé sur le site puis j'ai vu qu'il y avait 4300 clubs de sport en Australie qui faisaient partie de ce réseau-là. On sait que les hommes, souvent, aiment bien le sport, ils aiment s'impliquer là-dedans. C'est des lieux privilégiés de socialisation, c'est des expériences positives, valorisantes. Et là, dans le fond, on utilise ce levier-là pour mettre en place aussi des programmes de santé bien-être pour contrer le tabagisme, l'usage de drogue, avoir des saines attitudes envers l'alcool, la sécurité dans le sport et au volant. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce levier-là pour faire la promotion de la santé et du bien-être des hommes. En fait, le principe qui ressort beaucoup, c'est d'aller chercher les hommes là où ils sont. Dans les entreprises, dans les centres sportifs, à l'entrée des quincailleries. Un exemple, comme vous voyez sur la photo qui est bien intéressante, pourquoi ne pas faire une roulotte de dépistage le samedi matin devant une quincaillerie pour trouver les hommes là où ils sont. Donc, je trouve que c'est une belle image qui nous parle beaucoup. Et à la diapo suivante, il y a un beau petit outil qui est très le fun parce que ça synthétise beaucoup des choses qui ont été dites aujourd'hui. Donc, ça a été produit par l'Organisation mondiale de la santé, sa section Europe, dans sa stratégie en santé et bien-être des hommes pour l'Europe. Puis, vous voyez les grands principes. Donc, viser les hommes directement. Aller rencontrer les hommes là où ils sont. Utiliser un langage, un vocabulaire qui connecte avec les hommes.
Ne pas voir les hommes uniquement comme des problèmes. S'inscrire aussi, moi je l'aime bien, le 5 aussi, dans une logique d'entraide. L'idée, c'est d'offrir de l'aide, mais aussi faire en sorte que l'homme impliqué puisse aussi aider d'autres hommes. Et ça, à ce moment-là, il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien ces principes-là, là, souvent qui préservent leur dignité, qui permettent d'être dans une certaine horizontalité et qui les mettent en action aussi. Construire des relations sociales autour des hommes qui sortent de l'isolement social, aider les hommes à s'aider, favoriser, soutenir quand c'est possible les approches pour les hommes, par les hommes, aller vers les activités où les hommes sont présents et aussi beaucoup, ce qu'on ne dira jamais assez, utiliser les forces des hommes. Si on veut mobiliser les hommes, ou en fait n'importe qui, et on ne lui renvoie qu'un reflet négatif, c'est sûr que la personne va être difficile à mobiliser. Par contre, si on parle de ses forces, on a beaucoup plus de chances à ce que la personne s'investisse dans la démarche proposée. Donc, super beau petit outil là, dans le PowerPoint là, qui va être disponible. Vous allez pouvoir trouver tout cela. Et finalement, là, si on s'en va vers une conclusion, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est important, donc dans la conclusion de la recherche, d'assurer l'acceptabilité sociale aussi de ces actions-là. Entre autres, en s'assurant de la complémentarité, de la cohérence avec les actions en santé et bien-être des femmes. Quand on parle de paternité, ce qui est mon domaine, c'est s'assurer aussi d'être dans une logique de coparentalité où on s'assure du bien-être et des hommes, et des femmes, et des enfants. L'idée, c'est juste qu'on veut additionner quelque chose. On ne veut pas soustraire quelque chose, mais c'est juste quelque chose qu'on ajoute et qui concourt au bien-être, dans le fond, de l'ensemble de la population. Très important aussi d'avoir vraiment la préoccupation de la mise en œuvre. On peut avoir des bonnes intentions, des beaux principes, mais après ça, il faut être concret. Donc, ça prend des ressources, ça prend des sous, ça prend des ressources humaines, ça prend des mesures de suivi, des mesures d'évaluation des effets des mesures. Donc, il faut se doter tout bêtement d'indicateurs de suivi et d'échéanciers si on veut atteindre nos objectifs. Et finalement, toute la question de la pérennité. C'est beau d'avoir des actions sur quelques années, mais comme en santé et bien-être des hommes, on travaille sur des choses qui sont culturelles, sur des mentalités, sur des valeurs, sur des croyances, sur des croyances. C'est important dans tout ça de penser à ce que ça se déploie dans le temps, dans un plan d'action, bien sûr, mais au-delà aussi, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait des transformations véritablement durables. Si on conclut, c'est dire, dans le fond, c'est que dans le plan d'action actuel, il y a déjà plusieurs de ces éléments-là qui sont présents, mais ce qu'on croit aussi, c'est que la présente recension, dans le fond, peut nous amener à aller encore plus loin pour avancer encore davantage pour le bien-être des hommes, mais également de toutes les personnes là, qui les entourent. C'est un petit peu ça ce que j'avais à vous dire. Je peut-être donnerai le mot de la fin à Gilles. La parole est à toi. Mais en fait, juste dire, puis on va pas laisser de la place beaucoup aux questions, ça a été un travail extrêmement intéressant de faire cette recension-là, de retrouver, d'analyser en détail, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des choses qu'on fait au Québec qui sont très bonnes et quelques points auxquels on se rend compte qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin et qu'il y a des endroits qui nous servent aussi de modèle. Donc, on est bien installé actuellement, je dirais, dans le peloton de tête au Québec, le Québec, par rapport à l'ensemble des pays sur le plan international. Et c'est intéressant qu'on puisse effectivement continuer dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'on sait, c'est que le ministre Carman nous a dit qu'il voulait effectivement, le prochain plan d'action, aller encore plus loin, s'assurer qu'il soit aussi bien intégré dans l'ensemble des plans d'action, ce qui est des fois une faiblesse, on ne se le cachera pas, hein, de juste à chercher le mot « homme » dans le plan d'action sur l'itinérance au Québec, puis il n'apparaît pas très souvent, alors que c'est majoritairement des hommes. Donc, nécessairement, il y a quelque chose là qu'il faut réfléchir aussi beaucoup et aller plus loin. Mais effectivement, je pense on est bien placé au Québec là-dessus pour le faire. Et ça, c'est très intéressant. Place à vos questions et vos commentaires. Bien, merci beaucoup, Gilles. Merci Raymond. C'était vraiment intéressant de vous entendre. Alors, on serait rendu à la période des questions.
Alors, j'invite les participants à poser leurs questions, soit dans le chat, dans la conversation, là, dans l'application Teams, ou en levant la main, on va vous donner la parole. Pauline, de ton côté, est-ce que tu vois des mains levées? Non, pas de main levée pour le moment. Alors, ne soyez Soyez pas pas gênés. gênés. Exactement, posez vos Soyez- questions. Oui, Vous avez la chance d'avoir deux Ah. experts en santé bien-être des hommes. Alors, des commentaires positifs. Merci pour la présentation. ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à visiter à travers ce. Bon, il y a une main. Oui, Jean-Martin. Oui, Jean-Martin, on va te donner la parole. M. Deslauriers. Allez-y, vous pouvez activer votre micro et même votre caméra si jamais vous voulez vous montrer. On ne vous entend pas, Jean-Martin. Il faudrait que vous activiez votre micro. On aurait sinon Jean-François Soucy. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. La question que je me pose, c'est que justement, considérant qu'au Québec, on a probablement on a des programmes en place puis des initiatives en place, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aurait peut-être aussi un impact au niveau de la différence culturelle qu'il pourrait y avoir? Puis je ne parle pas de minorité dans ce cas-ci. Tu sais, comme par exemple, si, mettons, je retourne un peu dans le passé québécois, tout ce qui est justement des influences culturelles du Québec d'antan, qui a encore des petites traces dans le quotidien, dans la modernité d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que dans les autres milieux, il y a peut-être des influences, comme par exemple en Australie, ou qu'il y avait comme des éléments qui facilitaient ou qui venaient ajouter une résistance face justement à l'exploration et à l'encadrement de la santé bien-être des hommes? Il y a des choses qui sont peut-être un peu semblables en même temps comme histoire. Et c'est pour ça que aussi on s'est intéressé particulièrement à l'Irlande, à l'Australie. Historiquement, c'est des anciennes colonies britanniques qui ont voulu aussi se distancer qui ont voulu prendre leur place. Un peu comme le Québec a voulu le prendre aussi, et il a toujours à le prendre dans un ensemble plus anglophone, là, dans ce cas-là, de francophones par rapport à un milieu plus anglophone. Mais il reste que toute l'image globale de se séparer de la mer de l'ancienne colonie, que nous comme ancienne colonie, c'est une histoire qui est commune. Et ça fait aussi une volonté de prendre en main, et souvent que les communautés locales se prennent plus en main, peut-être que dans des endroits qui sont peut-être qui n'ont peut-être pas ce genre d'histoire. Et dans ce sens-là, on a des choses très, très communes qui sont très intéressantes à voir. Merci. Ben, puis si je pouvais juste ajouter, quand on regarde, moi j'ai des partenaires dans le restant du Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe. La force de notre milieu communautaire est aussi un facteur distinctif qui n'est pas présent dans tous les pays. Et c'est sûr que l'appui sur le milieu communautaire dans la démarche santé bien-être des hommes a été très importante. Le partenariat avec la recherche aussi. Hein, notre ami Gilles est impliqué dans le dossier depuis les années 70. Donc, l'Alliance communautaire recherche nous a permis de donner une couleur particulière à nos actions en santé et bien-être des hommes au Québec également. Effectivement. En tout cas, dans l'Australie, le fait d'être très lié, le politique, le social, la recherche, la communauté, la recherche, tout ça est très, très interrelié. Ça a beaucoup aidé. Et souvent, les gens se fréquentent et ça aide beaucoup à une synergie aussi. Ah, Ton David. micro On t'entend pas, Bon, David? c'est un classique.
Désolé, merci beaucoup. Alors, on aurait deux mains levées. D'abord, Jean-Philippe Turcotte. Je vous invite à ouvrir votre micro ou votre caméra au besoin pour poser votre question. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Jean-Philippe Turcotte, je travaille au CHU de Québec. Je m'occupe de plusieurs plans d'action, notamment la santé bien des hommes, mais je m'occupe aussi du plan d'action pour les personnes en situation de handicap, les communautés culturelles, puis la communauté d'expression anglaise. Donc, oui, je vois M. Villeneuve qui se lève les sourcils. Ça me met dans une position intéressante où puis la notion d'intersectionnalité me touche beaucoup, là. Je voulais savoir, et je vais aller lire votre rapport avec grand intérêt, soyez-en sûrs, mais de ce que vous avez vu rapidement, comment est-ce qu'on intègre cette notion-là d'intersectionnalité? Comment on fait le maillage entre nos différents plans d'action, là, étant donné que nous, à l'interne, on a des bons leviers pour le faire. Comment est-ce qu'on pourrait établir les meilleures pratiques dans ce cas-ci pour faire un effet un peu de synergie entre nos différents plans d'action pour s'assurer que les hommes soient bien, les enjeux qui touchent les hommes soient bien représentés? Mais en fait, c'est l'idée des comités locaux, un peu comme vous avez peut-être au CHU, là, d'avoir un comité dans chaque établissement, d'avoir aussi des comités régionaux, des comités qui sont c'est intersectoriels. Ça permet aussi de s'assurer de cette mise en place-là des plans d'action, mais aussi s'assurer que dans chacun, et c'est le bout là, du travail qui est qui est de longue haleine, mais aussi intensif. Je dirais, nos représentants comme au ministère, nos représentants, par exemple, sont responsables du dossier santé, bien-être des hommes, d'être aussi des porteurs auprès de leurs collègues qui s'occupent des autres dossiers auprès d'eux, donc auprès de l'Office des personnes handicapées, auprès d'eux. Donc, on devrait avoir un dossier santé bien-être des hommes à l'Office des personnes handicapées, par exemple, ou dans d'autres organismes comme ça. Donc, s'assurer que partout, ça soit partie prenante. C'est un peu ça un des éléments, je pense, qui ressort d'autres politiques qui montraient l'importance de s'assurer. Et dans chacune des politiques, de s'assurer à chaque fois de tenir, comment on tient compte de l'ensemble de nos sous-groupes d'hommes qui vivent aussi des réalités particulières et qu'on les rejoint bien. Les personnes en situation de handicap, par exemple, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est complexe. Souffrir d'un handicap, d'une limitation fonctionnelle, physique, c'est quelque chose. Moi, j'ai des appareils auditifs. C'est une autre chose que quelqu'un qui est complètement sourd. Quelqu'un qui a une difficulté sur le plan de la vue, c'est une autre chose. Donc, dépendamment de nos types de handicap, c'est pas tout à fait pareil et il faut s'assurer de s'ajuster aussi pour être sûr de bien rejoindre toutes ces réalités-là avec ce que ça signifie. On a fait, par exemple, là, pas longtemps, une recherche au pôle sur les hommes qui ont une réalité d'autisme, avec l'autisme. Donc, comment on pense davantage aussi à rejoindre ces hommes-là, comprendre leur réalité. Et déjà, l'autisme, c'est une réalité qui est très différente, selon le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là. Alors, vous voyez, donc, comprendre nos réalités qui sont multiples. Quand on parle, par exemple, de l'immigration, si on est immigrant ça fait 40 ans qu'on est ici, c'est pas pareil que quand on vient juste d'arriver. Et là aussi, dépendamment d'où on vient, de quel pays, de ce qu'on a, est-ce qu'on est un réfugié politique, c'est une autre paire de manches. Donc, comment ça se passe, tout ça, il faut comprendre ces réalités qui sont multiples avec des conséquences et des vécus qui sont différents pour mieux rejoindre tout ce monde-là. Et ça demande d'avoir beaucoup de nuances dans nos réalités, pas tout voir comme étant un bloc uniforme. Les hommes ne sont pas tous pareils, il y a des multiples réalités d'hommes, et prendre le temps de bien comprendre et comprendre comment ça s'arrime avec leur réalité de conjoint, donc avec la conjointe telle qu'est-ce qu'elle vit, de père, qu'est-ce que les enfants vivent, etc. Donc, revoir toujours les gens dans leur processus, dans leurs rôles sociaux, dans leur dynamique. Ouais, puis ce que j'aimerais simplement ajouter là-dessus, c'est que moi, ça fait quand même depuis 2005 que je suis directeur du regroupement pour la valorisation de la paternité, puis j'ai vraiment constaté dans les dernières années
une sensibilité accrue, sociétale, majeure, large, sur toute la question de la diversité dans son sens large et aussi aux réalités diverses des hommes. Écoutez, nous, on vient de démarrer un gros programme financé par le ministère de l'Immigration pour travailler sur toute la question des pères immigrants. Écoutez, et ça, c'est vraiment comme un événement assez sans précédent d'avoir un programme national pour travailler sur cet enjeu-là. Alors, on a des partenaires comme Centraide et tout ça, et c'est comme si de manière sociétale, on les voit plus, ces enjeux-là, ces réalités-là. On démarre aussi plusieurs actions pour les pères qui ont des enfants handicapés. On est soutenu par la Fondation Saputo dans le cadre du plan d'action en proche aidance. On donne même des ateliers de formation à l'Office des personnes handicapées. C'est tous des enjeux qui étaient moins visibles jusqu'à tout récemment. Puis là, on en prend plus conscience, on agit davantage et ça crée aussi des fenêtres d'opportunités qui sont intéressantes pour agir sur ces réalités-là particulières. Puis moi, pour être positif, j'aime toujours être optimiste et positif aussi. Je vois vraiment qu'il y a des occasions d'agir sur ces réalités-là. Et autant les partenaires gouvernementaux que les gens sur le terrain, que les gens de la recherche, les oreilles s'ouvrent sur ces réalités-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir à ce niveau-là. La sensibilité sociétale a vraiment changé. Je tiens vraiment à le souligner, puis c'est heureux. Bien, merci pour vos réponses, messieurs. Écoutez, on aurait le temps de prendre une autre question au minimum. Donc, j'invite Normand Brodeur à poser sa question, activer son micro et la caméra. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Plus partager un étonnement quand je regarde les pays que vous avez ciblés. Hein, l'Irlande, 3, l'Australie avec 2 de ces États, l'Europe. Je suis un peu étonné de rien voir aux États-Unis ou au Canada. Bon, souvent, dans plusieurs domaines de recherche, les États-Unis, hein, on a une abondante littérature, il y a un leadership important aussi. C'est sûr que, bon, en tout cas, c'est étonnant de voir que chez nos voisins, ou en tout cas dans notre environnement plus immédiat nord-américain, il n'y a rien qui émerge. Je ne sais pas si vous pouvez commenter sur cette absence ou comment on explique ça. Il faut voir que notre porte d'entrée, c'était les politiques, plans d'action, stratégie. Donc, ce qu'il y a une politique, ce qu'il y a un texte, un énoncé qui a été établi par le pays ou par l'État en question. Et dans aucun État américain, ni aux États-Unis, aucune province au Canada autre que le Québec, il y a ce type d'éléments-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas des choses. Hein, il y en a plein. Et là, il y en a plein d'éléments qui sont là. Au Canada, on sait, par exemple, qu'en Colombie-Britannique, nos collègues font de la recherche là-bas, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place là-bas qui sont très intéressantes, mais il n'y a aucun texte politique comme tel. On s'est intéressé aussi, puis on a fouillé beaucoup parce qu'on disait, souvent on prend comme modèle les pays d'Europe du Nord. Hein, la Norvège, Suède, Finlande, le Danemark, l'Islande sont des pays très avancés, notamment en matière d'égalité de genre. C'est souvent les premiers sur le plan international qui sont listés. Ils sont en matière de paternité, par exemple, c'est les mesures c'est là qu'on a les mesures les plus intéressantes de congé de paternité, jusqu'à 20 semaines dans certains endroits. Donc, on est loin de notre 5 semaines ici au Québec, payé souvent 90% du salaire. On a vraiment des conditions sur le plan des congés paternité très intéressantes. Mais si on regarde en matière de santé plus globale des hommes, santé bien-être des hommes, de façon plus globale, on a fait le tour systématique des pays d'Europe du Nord. Nothing. Il n'y a rien. Excusez-moi l'expression, il n'y a rien. Il n'y a pas de politique. On a plein de contacts là, des gens qu'on connaît, qui sont bien impliqués, qui sont en mesure de dire oui, il y a quelque chose ou non, il n'y a rien. Et les gens nous confirmaient tous, on n'est pas là. Au Danemark, ils ont fait une étude sur la santé des hommes très intéressante, un portrait de situation très intéressant, mais on n'a pas de politique, on n'a pas de plan d'action, rien de genre. Alors, malheureusement, ceux qu'on a listés, là, c'est vraiment là où il y en a.
Et on a travaillé là-dessus beaucoup aussi avec le Global Action for Men's Health, qui est au courant, qui est l'espèce de regroupement international en matière de santé et bien-être des hommes, qui est le bien équipé, qui avait déjà fait des premiers portraits de certaines situations. Ils ont bien hâte d'ailleurs d'avoir les résultats de notre recherche aussi qu'on est supposé présenter sur le plan international, mais on est là. C'est malheureusement les États-Unis, même s'ils investissent beaucoup, ils ne sont pas si avancés que ça. Et nos meilleurs exemples, c'est l'Australie et l'Irlande. Ça reste ça. Puis en 30 secondes, écoutez, quand moi je parle, que je dis à mes collègues du Canada ou des États-Unis qu'on a un regroupement pour la valorisation de la paternité, qui a 10 employés permanents, les gens tombent en bas de leur chaise, là. Dans le restant du Canada, il n'y a rien qui est comparable. Il y a une organisation qui est Dad Central. Ils ont 40 000 par année. Fait qu'ils ont un employé 2 jours par semaine. Alors, toutes nos politiques publiques, tout le financement du milieu communautaire, toute la question de l'égalité homme-femme qui est un puissant levier aussi dans tout ça pour la paternité, pour la violence conjugale et tout ça. Nos particularités sociétales fait qu'on se démarque aussi à ce niveau-là. Et le financement d'initiatives aussi, là, c'est ça. Tu sais, des maisons oxygènes, des maisons d'hébergement père-enfant, là, c'est une innovation mondiale. C'est unique. C'est la seule place au monde où il y a ça. Il y a vraiment des choses qu'on fait dont on peut être fier et content. Puis c'est vraiment pas partout. On est vraiment dans les têtes de file sur le plan international. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces réponses-là. C'est vraiment très, très intéressant. On a eu beaucoup de commentaires positifs sur votre présentation là, dans les commentaires de la présentation. Auriez-vous un dernier mot à dire avant de mettre fin à la rencontre? Moi, je dirais juste, écoutez, je n'ai pas d'aller voir ce rapport-là qui est disponible sur le site du pôle. Il est disponible et c'est sûr qu'on a l'avantage au Québec d'être parmi un des pays les plus avancés. On pense qu'on peut faire encore d'autres pas importants. On a quelques éléments aussi à partir de cette recension-là qui nous amènent des pistes pour le faire. On a hâte de voir le prochain plan d'action. Ce qu'on nous dit déjà, c'est que la recension inspire actuellement au ministère. On a hâte de voir les résultats de tout ça et on est bien confiant. Je pense que l'avantage qu'on a au Québec avoir un réseau communautaire qui est fort, qui est puissant, qui a une vision gouvernementale aussi qui est intéressante de façon générale là, en matière de santé et bien-être des hommes. Et je pense que là, on peut marquer d'autres pas intéressants et c'est très encourageant. Puis moi, je fais une petite conclusion. Moi, quand je parle des pères, je parle du réflexe paternité. En santé et bien-être des hommes, on pourrait parler du réflexe homme. Fait que l'idée, dans le fond, c'est de dire que quand il y a une nouvelle politique, un nouveau plan d'action, un nouveau service, il faut en quelque part qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui lève la main puis qui dise « et les hommes là-dedans ». Est-ce qu'on les rejoint? Est-ce qu'on les touche? Est-ce que leur nom, il rentre dans le formulaire? Et tout ça, toutes ces questions-là, ça prend ça. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, juste à ce ministère-là, il y a 70 plans d'action différents. OK? Donc, ça prendrait que dans les 70 plans, il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Où sont les hommes là-dedans? Et après, ça sera la prochaine étape. On n'est pas rendu là encore, puis on le conçoit tout à fait. Ça serait d'aller vers un plan d'action gouvernemental pour, comme on le mentionnait là, dans les constats, s'assurer aussi que les autres partenaires du gouvernement du Québec qui touchent aussi la question de la santé et bien-être des hommes soient mobilisés, comme le ministère de l'Immigration, le ministère de la Famille, la condition féminine, la sécurité publique, la justice, l'emploi, solidarité sociale. Donc, comment vraiment s'assurer que cette idée-là de la santé et bien-être des hommes soit pleinement intégrée dans l'ensemble de nos politiques et de nos services. C'est ça vers quoi on doit tendre, puis on avance. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment, c'était très intéressant de vous entendre. Juste dire un petit mot sur nos webinaires. Donc, il nous reste un webinaire à venir dans notre programmation 2022-2023, pardon, et ça se tiendra le 7 juin prochain sur le thème « Promouvoir la santé mentale et le bien-être des camionneurs, de l'autogestion aux interventions axées sur l'environnement de travail ».
Alors, les invitations seront lancées sous peu. Alors, je vous invite à suivre nos activités et également à vous abonner à notre infolette. Vous pouvez aller là, sur notre site web, il y a un petit onglet pour s'abonner à notre infolette. Alors, voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Pauline, est-ce que tu avais un mot à rajouter? Non, tu as tout dit. J'allais dire de promouvoir le webinaire, mais tu l'as fait. Parfait. Alors, merci à tout le monde. Merci beaucoup à nos conférenciers. C'était vraiment très intéressant de vous entendre ce midi. Au plaisir. Bonne journée à tout le monde.